Alors, bonsoir à tous. Nous en sommes à l'Assemblée ordinaire du Conseil d'agglomération de Ville-de-la-Tuque, ce 19 mai 2020 à 18h30. Alors, je vais faire, comme à l'accoutumée, on est en huis clos, c'est pas évident. Je vais faire l'appel nominal des membres. Donc, M. Chagnon. Oui, je suis présent. M. René Mercure. Présent. M. Luc Martel. Présent. M. Roger Manta. Présent. M. Jean Duchesneau. Oui, présent. Mme Caroline Bérubé. Présent. Alors, on y va avec les maires de la Bostonnais et de Lac-Édouard, M. Michel Sylvain Présent. et M. Larry Bernier. Présent. Alors, pour ma part, Pierre-David Tremblay, président de l'agglomération de Ville-la-Tuque, accompagné à ma gauche, donc à la droite de l'écran, du greffier, directeur général adjoint, M. Jean-Sébastien Poirier. Bonsoir. À l'extrême gauche, Mme Landlet, Hélène Landlet, va être notre télésino une partie de la veillée pour les questions, j'y reviendrai. Et à ma droite, mais à la gauche de l'écran, M. Marco Letiec, qui est directeur général de Ville-de-la-Tuque, sont présents avec nous, le seul public qu'on a. Vous pourrez nous applaudir quand ça vous le dira. Mme Tremblay, du Nouvelliste, M. Scarpino, de l'Écho, et M. Mercier, de la radio. Alors, on en profite pour saluer également tous les gens de la télévision communautaire. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je ne ferai pas toute la lecture. Je vais y aller juste par étapes, là, juste soulever avant de l'adoption. Donc, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour, correspondance et information. Point 5, un règlement décrétant une dépense et un emprunt. 6, adoption des priorités d'intervention 2020-2021 du Conseil d'Agglo en regard du nouveau fonds Région et Ruralité. Au point 7, octroi d'aide financière remboursable via le fonds local, le FLI qu'on appelle Fonds local d'investissement en ce qui a trait à la COVID-19. Également, 8, octroi d'une aide financière via le fonds Région et Ruralité à l'entreprise La Créatec. 9, adoption des prévisions budgétaires 2020 de l'OMH ou à l'Office municipal d'habitation de Ville-de-la-Tuque. Ensuite, il y aura divers commentaires, présidents et des conseillers, conseillères et maires de l'Agglo. Questions des médias et questions du public et levée de l'Assemblée. Pour les questions du public, vu qu'on est à huis clos, la façon de fonctionner, il y a deux façons en fait. C'est que je vous invite à prendre les numéros suivants. Donc, c'est d'appeler InfoService pour les gens qui nous entendent à la télévision communautaire. Vous avez des questions. C'est le 819-676-5091. Alors, si pour les différents sujets qu'on va aborder, vous avez des questions, je répète le numéro 819-676-5091. Alors, il y a deux préposés qui vont prendre les appels, les questions. Les dirigeants, Mme Landlet, qui va nous faire la lecture des questions, disons, aux maires et aux gens présents ici. Même, on peut les conseiller ou d'autres maires peuvent également intervenir. Ils sont sur les lignes téléphoniques. Également, pour ceux qui utilisent davantage l'Internet plutôt que le téléphone, on a une autre aussi adresse qui est conseil. Donc, conseil, pas de S, là. C'est au N-S-E-I-L, donc au singulier, à commercial, ville.latuc, tout ensemble, .qc.ca. Je répète, conseil à commercial, ville.latuc.qc.ca. Alors, ça, c'est pour la période des questions. Ces informations-là sont bonnes autant pour le Conseil d'Agglo que le Conseil de Ville-de-la-Tuque qui s'en suivra. Alors, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Roger Manta, secondé par Pierre-Michel Sylvain.
J'ai compris Michel Sylvain. Alors, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 avril 2020. Est-ce qu'on a, M. le greffier, des modifications? Non, rien de particulier au niveau pas de du correction, procès-verbal rien du de 21 avril. spécial. Non. Alors, proposé par Je vais le proposer, Jean Duchesneau. M. Duchesneau, appuyé par Je vais l'appuyer, Éric Chagnon. M. Éric Chagnon. Alors, le seul suivi qu'on avait au procès-verbal, c'était celui de faire une présentation en ce qui a trait au centre culturel. Alors, étant donné la COVID, c'est un dossier qui a été un peu, je vous dirais, mis de côté, là, pas parce qu'on le voulait, mais il n'y a pas grand changement par rapport au mois passé. Alors, on vous promet, c'est sûr qu'on va le faire, une présentation en ce qui a trait aux travaux et aux explications autant budgétaires que des travaux qui s'en suivront là, au cours des prochains mois en ce qui a trait au centre culturel. Alors, on sera rendu à ce moment-là au mois de juin. Alors, ça sera important de faire cette présentation-là avant l'été. Alors, on y va au point 4, correspondance et information. A. Dépôt des lettres d'appui suite à la demande pour l'entretien complet de la route forestière 25 par le ministère des Transports du Québec. Oui, donc c'est une demande d'appui pour que l'entretien de la route forestière numéro 25 soit fait au complet par le ministère des Transports. On se souvient que le 3 décembre dernier également, il y a une lettre conjointe qui a été, pas une lettre conjointe, mais une lettre signée par le directeur général de la Ville, M. Letiec, qui a été envoyée à la directrice régionale du ministère des Transports, Marie-Ève Turner, et à Mme Cécile Tremblay, qui est à la direction régionale du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, pour justement prendre en charge au niveau de la route 25 et la route forestière numéro 10. On se souvient que la réponse à cet effet nous avait été acheminée le 19 mars dernier, à l'effet que le ministère des Transports prenait en charge entre l'ATUC et la communauté autochtone atikamekw de Wemotaci. Mais en ce qui concerne la route 25 entre Ouémont et Parent, c'était les industriels forestières. Donc, le maire ainsi que le conseil ont sollicité d'autres partenaires, d'autres intervenants, d'autres entreprises, d'autres associations pour demander l'appui à ce que l'entretien de la route 25 soit fait au complet par le ministère. Donc, je vous lis en quelques paragraphes la lettre en question qui a été envoyée pour recevoir ces appuis. La route forestière 25 représente l'épine dorsale de notre matrice routière, car elle donne accès à nos communautés autochtones, à nos secteurs habités de Parent et de Clova, ainsi qu'à différents hameaux comme Casey, Sanmar et Ibar, aux territoires ancestraux familiaux autochtones, aux sites valières où se trouvent certaines de nos industries, aux barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec, de même qu'à d'importantes zones d'exploitation forestière et de villégiature, ainsi qu'à de nombreuses pourvoiries. Cette route est devenue, ces dernières années, la route principale donnant accès au territoire latuquois. Donc, comme je le mentionnais, il est indiqué à l'intérieur de la correspondance qu'entre Wemotaci et Parent, c'est sous la responsabilité de l'industrie forestière qui agit en fonction de ses besoins opérationnels. Et au niveau de l'ATUC et Wemotaci, entre l'ATUC et Wemotaci, c'est entretenu par le ministère des Transports. Donc, on indique à l'intérieur de cette même correspondance qu'en matière de sécurité publique, cette route est primordiale car les ambulanciers, policiers et pompiers l'empruntent régulièrement. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'elle soit bien entretenue tout au long de l'année sur tout son tracé. Donc, il est dit également qu'un point de vue économique, cette route est primordiale car elle permet l'approvisionnement des quartiers, de même que l'approvisionnement en matière ligneuse des entreprises situées au site Vallière, situé à Parent, et le site situé également à Parent. Donc, il y a plusieurs associations, entreprises qui ont été demandées de nous appuyer dans cette démarche-là. On a reçu environ peut-être une vingtaine de lettres appuyant la démarche initiée par le maire, M. Pierre-David Tremblay, ainsi que son conseil. Alors, je pense que c'est un bon résumé. Je ne sais pas, M. Mercier, si vous pouvez faire un focus sur la carte, principalement peut-être pour renseigner les gens davantage. André, serait-tu plus facile que je me déplace? Non, ça va? Alors, vous avez dans le milieu de la carte, à l'extrême droite, l'ATUC. Merci pour le petit point rouge. Donc, le tracé en jaune-orange qui se rend jusqu'à Wemotaci
C'est un tracé déjà qui est défrayé, dont les coûts d'entretien sont défrayés par le ministère des Transports du Québec. Donc, c'est une route qui est ouverte et bien entretenue à l'année. Si on part de Wimontashi maintenant et qu'on se dirige vers Parent, c'est à peu près la même distance. Donc, entre Lattuque et Wimontashi, c'est tout près de 100 km. Et si vous partez de Wimontashi jusqu'à Parent, c'est aussi un autre 100 km. Cette route-là qui apparaît en rose et puis en vert, c'est la route qu'on veut faire reconnaître par le ministère des Transports. Donc, cette route-là devient un noyau important. C'est la réflexion qu'on a fait depuis plusieurs mois. On veut se donner une vision pour la forêt. Il fallait toujours qu'on priorise à l'intérieur de la matrice routière forestière les chemins qu'on se devait d'aller chercher, pour lesquels les subventions ne sont pas suffisantes et qu'on considère importantes pour desservir nos communautés. Fait que sur le tracé, vous avez Casey, il y a Hubbard, il y a différents hameaux et ça nous mène aussi jusqu'au hameau de Clova. Alors, c'est important. Vous avez une route en jaune qui descend vers Mont-Laurier. Donc, c'est la route qui est déjà aussi entretenue par le ministère des Transports. Et tout au nord, en vert, c'est la 10. Alors, la 10, on a déjà un programme d'entretien à cet effet-là, qui est aussi défrayé par le ministère des Transports, mais qui ne couvre pas tous les frais. Si on a, disons, un problème avec un ponceau, ben, c'est à la responsabilité, c'est aux frais souvent de la ville. Alors, c'est ça, on veut se donner une vision, on veut se donner une démarcation. On sait qu'en forêt aussi, on perçoit des taxes et des baux de villégiature et on veut retourner une certaine partie des argents qui nous sont relayés par le gouvernement, mais qui sont insuffisantes à l'entretien des chemins forestiers. Alors, pour un territoire comme Lattuque, c'est plus de 30 km. Je dis bien 30 000 km de chemins forestiers. Alors, je pense que c'est important. On ne pourrait pas, à 15 000 personnes, financer l'ensemble des chemins principaux qui constituent l'agglomération de Ville-Lattuque. Alors, plus on va aller chercher de l'argent du côté du gouvernement pour financer nos axes principaux, dont la 25, la 10 et la 1, bien, plus il nous sera permis, à ce moment-là, pour Ville-Lattuque, de dépenser dans certains tracés peut-être plus secondaires ou tertiaires. Alors, c'est un dossier qu'on a entrepris il y a quelques mois. On a demandé l'appui, un peu comme vient de le lire M. Poirier. Alors, on a reçu sur environ une trentaine d'appuis demandés, plus d'une vingtaine de gens qui se sont prononcés. Alors, on se propose éventuellement de rencontrer le ministre des Transports, M. Bonnardel, et de lui faire part de nos recommandations. Donc, je pense que c'est important, c'est la première phase. La deuxième phase sera de demander à doubler le pont de la rivière au Lait. Donc, je pense que c'est important. C'est l'ancien pont qui a servi à la construction du barrage du Beaumont. Donc, c'est un pont qui est très fort, dont les piliers sont en ciment. D'ailleurs, pour les gens qui traversent ce pont, on voit déjà que les tabliers sont plus larges et une seule voie est utilisée. Alors, on pourrait mettre une autre voie qui pourrait permettre de rencontrer donc sur le pont et le rendre, bien sûr, plus sécuritaire. Donc, c'est la vision de Ville de Lattuque en ce qui a trait au territoire qui est partagée par l'ensemble du Conseil et aussi par l'ensemble des maires pour le développement de nos routes forestières, mais de notre secteur forêt là, qu'on appelle. Donc, comme le disait également M. Poirier, c'est utilisé par énormément de gens, de travailleurs, bien sûr, Hydro-Québec, CN, Rémabec. Également, il y a beaucoup de villégiatures, beaucoup de pourvoiries. Pour vous donner une idée, la 25 dessert environ 350 à 400 villégiateurs. Donc, c'est pas peu dire. Et si je prends la 10 ça peut aller jusqu'à 850, 900 villégiateurs. Et si vous prenez les deux chemins, pour les gens de Parent qui viennent magasiner, disons, ou venir s'approvisionner à Lattuque, on sauve 2 heures sur le circuit. Donc, je pense que c'est important. Et là, on parle 2 heures lorsque le chemin est beau. Là. Fait qu'on peut s'imaginer, lorsque le chemin n'est pas nécessairement beau, ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est important. Alors, je termine là-dessus. On voulait informer la population que c'est un dossier qui est priorisé, c'est ainsi, par l'agglomération de Ville de Lattuque. Alors, on continue avec le point B.
Correspondance du 14 mai 2020, transmise au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, relative au projet Gazoduc. Donc, comme vous venez de mentionner, Monsieur le Président, c'est une correspondance qui est datée du 14 mai dernier, qui est transmise à M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Également, c'est une demande d'appui qui a été demandée aux municipalités voisines, aux municipalités touchées par le cordon en tant que tel du projet Gazoduc. Le projet Gazoduc, c'est de faire passer du gaz naturel dans une conduite souterraine de 780 km entre le nord-est de l'Ontario jusqu'à une usine de liquéfaction située au Saguenay. Ensuite, c'est destiné vers les marchés de l'Asie et de l'Europe. C'est un projet qui est environnemental dans le sens que ça réduit les gaz et émissions de serre. Donc, la demande d'appui va comme suit. Donc, c'est que depuis que le Québec économique est en pause, nos entreprises comptent plus que jamais sur leurs dirigeants pour les aider à se relever. Il est également mentionné que le projet Gazoduc est un projet porteur d'avenir, créateur d'emplois et offrant du financement intéressant pour le milieu, autant économique que social, afin d'assurer le développement de nos territoires. Il mentionne également qu'il est essentiel que le développement du projet Gazoduc se poursuive dans les meilleures conditions et les meilleurs délais possibles, que l'entreprise en soi et ses investisseurs doivent recevoir un signal clair que les municipalités sont favorables à la réussite du projet et qu'ils sont prêts à travailler en équipe avec eux pour trouver les solutions qui permettront à ce projet de voir le jour dans nos régions. C'est également mentionné à l'intérieur de cette correspondance que l'entreprise Gazoduc a, depuis le début de l'annonce de son projet, agi comme un citoyen corporatif, responsable, en démontrant par ses gestes un souci réel de consulter les communautés de façon appropriée, en trouvant des solutions satisfaisantes pour améliorer son projet, qu'il faut que ce projet se réalise non seulement parce qu'il fait partie des solutions à privilégier, afin d'assurer une réelle transition énergétique mondiale, en contribuant notamment à remplacer l'utilisation du charbon par une forme d'énergie moins polluante, mais aussi parce que l'importance d'un tel investissement dans nos régions est amplifiée par le contexte économique actuel. Il est également mentionné que par la concrétisation de ce projet, nous pourrons en profiter pour améliorer nos indices de vitalité économique et que c'est pourquoi le projet Gazoduc se doit d'être accueilli favorablement par nos milieux économiques, scolaires et socio-communautaires. Donc, c'est une lettre d'appui qui a été envoyée à plusieurs municipalités, dont nous avons reçu une dizaine de lettres, justement, appuyant la démarche du projet Gazoduc dans nos régions au Québec, qui se sont montrées favorables à ce projet. Et ensuite, elle sera transmise au ministre Fitzgibbon avec les copies en liasse de cette correspondance. En fait, pour peut-être donner un peu plus d'informations sur le dossier Gazoduc, c'est un dossier d'importance. En fait, ce dossier-là est important pour les différentes communautés, autant sur le tracé du gazoduc lui-même que pour l'usine de liquéfaction au Saguenay. On parle d'un projet de 14 milliards. Alors, on peut le diviser ainsi. 4,5 milliards pour le corridor. En fait, le corridor qui contient le tuyau de 780 km qui va passer là, du nord-est plutôt de l'Ontario jusqu'au Saguenay, en passant par environ une quarantaine de municipalités, peut-être environ une dizaine de MRC. Alors, 4,5 milliards pour le tuyau et on parle également de 9,5 milliards pour l'usine de liquéfaction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un dossier d'envergure, un dossier qu'on ne verra pas passer souvent. On a pris le leadership à Ville-de-la-Tuque. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il y a eu des blocus avant la COVID et on a senti aussi que le gouvernement parlait peut-être un peu différemment du projet. Et nous, on y croit, ce projet-là, ici à la TUC. Je crois qu'on a une belle acceptabilité sociale parce qu'en semblable matière, on a déjà, c'est pas inconnu, on a déjà Énergie qui passe dans l'agglomération de Ville-la-Tuc et qui rapporte, bon an, mal an, en taxes, plus de 775 000 $, alors que là, on aurait un projet
qui rapporterait 8,6 millions par année. Et on peut ajouter à ça quasiment un autre million dans le système éducatif et dans le système communautaire, répartis d'environ 500 000 chaque. Également, on a des négociations avec le projet Gazoduc, en ce sens où on aimerait se faire reconnaître un fonds pour nos énergies nouvelles et renouvelables. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Alors, le leadership qu'on a pris, c'était de dire aux autres municipalités, écoutez, ce qu'on entend, c'est les voix qui sont contre. Aujourd'hui, que vous fassiez un projet hydroélectrique, un projet vert, qu'on coupe du bois en forêt, qu'on fasse ce que ça voudra, il va toujours avoir des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Mais pourquoi qu'on n'entendrait pas à l'heure actuelle les gens qui sont pour ce projet? Parce qu'il y a énormément de développement économique à aller chercher là-dedans. Je pense aux travailleurs aussi, je pense aux entrepreneurs locaux. Je pense qu'on est en mesure, en tout cas, nous, dans un premier temps, de dire qu'il y a 170 kilomètres ici pour lesquels il y a une belle acceptabilité sociale et que vous êtes bienvenus. Autant les investisseurs que les gens qui voudraient donner suite à ce projet-là. Alors, on se prépare tranquillement pour les audiences du BAP. Il y aura 2 audiences, une pour l'usine de liquéfaction au Saguenay et une autre pour le corridor. Donc, on sera présent. On est en rédaction actuellement d'un mémoire qu'on va présenter aux 2 endroits. Et on espère que le gouvernement va se prononcer aussi, tôt ou tard. On sait que le gouvernement cherche 2 choses dans le projet. C'est d'abord une acceptation du BAP et l'autre, c'est l'acceptabilité sociale du projet. Alors, on voulait s'assurer à l'intérieur des gens à qui on a envoyé une lettre pour leur dire « appuyez-nous, appuyons-nous et faisons de ce projet-là, ni plus ni moins qu'un projet d'ensemble ». Alors, ça va bon train. On a reçu plus de la moitié des appuis. On a déjà fait parvenir la lettre à M. Fitzgibbon. Et encore là, on va faire suivre encore certaines résolutions de certaines villes. On a des discussions et on va faire également, demander également à nos associations municipales, autant la FQM que l'Union des municipalités du Québec, de nous appuyer dans cette démarche-là, de façon à ce que ce projet-là ne prenne pas trop de retard, mais qu'on puisse y donner suite dans les prochaines années. C'est un dossier de longue haleine, mais encore une fois, je le répète, c'est un dossier qui est important pour l'avenir de Ville-de-la-Tuque. D'autant plus qu'on a l'opportunité d'avoir un gouvernement de région qui se dit de région. Alors, on aimerait être capable de voir éclore ce projet-là. D'autant plus qu'on est... le corridor passe dans plusieurs villes qu'on appelle dévitalisées. Et c'est aussi le cas de notre agglomération. Donc, d'amener un projet d'une telle envergure pourrait nous permettre d'être plus vitalisés comme ville. En tout cas, du moins, je pense que c'est important. Lorsqu'on parle de 8,6 millions par année, c'est pratiquement le tiers du budget de Ville-de-la-Tuque. Donc, je pense que c'est important pour le développement économique, mais pour la suite des choses. Alors, je voulais amener quelques nuances sur ce projet-là. Alors, ça va bon train. Alors, on y va avec C, mise à jour par le coordonnateur des mesures d'urgence des mesures prises par Ville-de-la-Tuque dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, pour informer la population des différentes mesures qui ont été mises en place et aussi la suite, je dirais, du dossier COVID-19. Donc, d'entrée de jeu, je vous dirais que, comme vous le savez, on a mis en place notre comité des mesures d'urgence sanitaire dès la mi-mars, au déclenchement de la problématique de la COVID-19. Suite à ça, on a fait différents suivis pour s'assurer que, au niveau de notre fonctionnement des mesures d'urgence, au niveau de l'hôtel de ville, tout fonctionnait normalement, qu'on sera en mesure de répondre aux citoyens. On voulait s'assurer aussi qu'au niveau des travaux col bleu sur le terrain, donc tous les aspects de voirie, on soit en mesure de bien répondre aux besoins de la population et naturellement toute la distribution de l'eau potable. Suite à ça, on a quand même bonifié au fur et à mesure certaines actions. On a mis en place un comité d'animation dans les résidences pour personnes âgées pour être en mesure de lutter contre l'aspect du confinement. Ça aussi, ça l'a très bien répondu. Il y en a qui ont pu voir différentes activités qui ont été mises autant physiques qu'au niveau musical pour réellement désennuyer nos groupes de personnes âgées qui étaient réellement les plus affectés par rapport au confinement.
Suite à ça, au niveau du 30 avril, j'ai envoyé une correspondance au niveau du CIUS MCQ à l'effet qu'on voulait réellement, au niveau local, qu'ils soient en mesure de prendre les mesures nécessaires au niveau des résidences personnes âgées. Donc, on sait qu'on a des personnes vulnérables dans 5 endroits là-dessus, qu'on voulait réellement s'assurer que le CIUS fasse la vérification qu'au niveau de nos résidences pour personnes âgées, il y ait tous les équipements requis et qu'il y ait le personnel aussi au niveau local pour être en mesure de faire face à toute éclosion au niveau de la COVID-19. On a vu ce qui s'est passé dans différents CLSC au niveau de la région, au niveau de la province. Donc, on voulait que le CIUS s'assure que l'ensemble de nos résidents soient bien protégés et qu'ils soient en mesure là, de répondre dans le cas qu'il y aurait une éclosion parce qu'on voyait l'annonce au niveau du déconfinement qui s'en venait, qui a été annoncé naturellement le 11 mai, donc on voulait réellement être prêt au niveau local. Suite à ça aussi, on a envoyé une adresse qu'on voulait s'assurer aussi, pas une adresse, mais dans la lettre, on voulait s'assurer qu'au niveau de l'établissement local, donc communément appelé le centre hospitalier ici à La Tuque, que l'ensemble du personnel soit prêt aussi à recevoir les différentes personnes qui pourraient être atteintes de COVID-19. On est chanceux actuellement, on n'en a pas, mais on voulait réellement s'assurer que l'établissement soit en mesure de répondre adéquatement, avec autant en termes de personnel qu'au niveau des équipements. On sait qu'il y avait des problématiques au niveau du 2e étage. Je sais qu'on suit un petit peu l'actualité. Il y a le syndicat des infirmières qui ont manifesté, qui avait différentes problématiques. Donc, il y avait un déplacement entre les zones chaudes et les zones froides. Donc, on a adressé cette problématique-là. Et on a M. Géludon, là, le président directeur général adjoint, là, qui nous est revenu avec une correspondance à l'effet qu'il s'occuperait de prendre ce dossier-là en charge. Donc, c'est réellement là, des actions concrètes qui ont été mises en place. Et aussi mentionner que le 14 mai dernier, j'ai adressé une demande pour avoir une clinique de dépistage ici à La Tuque. Donc, pour être en mesure de traiter un plus grand volume. Donc, et aussi, ce qu'on voulait surtout, c'est que cette clinique-là soit située à l'extérieur de l'urgence. Donc, on voulait réellement qu'en fonction du déconfinement qui s'en venait, être en mesure de faire plus de tests à l'intérieur de ça. Donc, ça aussi, ça a été répondu quand même favorablement à l'effet qu'il augmentait le nombre de tests de dépistage ici à La Tuque. La seule chose, c'est que ça demeurait encore à l'urgence, mais on a toujours bon espoir que ça soit déplacé là, dans un endroit qui soit plus approprié, qui ne serait pas nécessairement mêlé entre les gens du personnel hospitalier, je dirais, normal, et avec le potentiel de gens qui pourraient être infectés de la COVID-19. Donc ça, c'était les actions, plus avec les RPA et avec au niveau du centre hospitalier de La Tuque. Aussi, en fin de semaine, on a réellement mis nos premiers répondants en action. Donc, avec l'annonce du déconfinement qu'il y avait le 11 mai, on voulait réellement avoir de la prévention auprès des gens qui avaient hâte de monter à leur chalet. Donc, je dirais, le groupe de prévention qu'on a mis sur pied avait 2 objectifs spécifiques. Un, on voulait informer les gens qui arrivaient de l'extérieur de l'état des routes, parce que plusieurs gens qui arrivaient dans la région soit de Montréal, la Montérégie ou de Québec, pensaient que les chalets étaient accessibles partout, alors que dans un rayon de 30 km de La Tuque, oui, ça avait fondu, c'était accessible, mais tout au nord de La Tuque, dans le secteur de Parent, au nord du kilomètre 80 sur la route 10, il y avait encore énormément de neige et on voulait éviter des enlisements. Et aussi, on voulait quand même s'assurer que les gens qui arriveraient sur notre territoire, notamment au niveau de la villégiature, soient en mesure d'être prêts dans le sens au niveau des mesures sanitaires. On voulait réellement qu'il y ait le masque, qu'il y ait le gant, qu'ils soient en mesure d'appliquer les mesures de distanciation sociale ou ceux qui n'avaient pas nécessairement les équipements qui puissent en mesure de se laver les mains. Donc, ça avait réellement un rôle de prévention. C'est pour ça qu'au niveau du Conseil, on a tenu réellement important de mettre ça en place. Donc, il y a eu des brigades qui ont été mises en place jeudi, vendredi, samedi et lundi. Donc, on parle de 5 équipes de 2 premiers répondants. Donc, en tout, il y en avait 10. Il y en avait 3 dans le milieu urbain de La Tuque, à les 3 entrées, un dans le secteur de Parent et un aussi au niveau du Lac-Édouard. On a eu une belle collaboration aussi de la Sûreté du Québec et des agents de la Fonte, je tiens à le mentionner, parce qu'eux patrouillaient principalement au niveau des entrées sur les routes forestières, la route 1 dans le coin de Rivière-au-Ras, la 25 que M. Tremblay a mentionné tantôt, et aussi la route 10 dans le coin de la Croche. Donc, on avait en tout 8 points de contrôle sur le territoire pour être en mesure de faire de la prévention, et ça a été très apprécié de la part des villégiateurs et des gens qui voyageaient, parce qu'on est en mesure de les renseigner autant sur l'état de la situation du chemin forestier qu'au niveau des mesures de prévention au niveau de la COVID-19. D'ailleurs, pour vous donner un peu de statistiques, on a reçu plus de 5000 personnes qui ont accédé sur le territoire cette année. Normalement, on a plus que ça parce que c'est sûr que c'est la grosse saison de l'ouverture de la pêche. Normalement, les pourvoiries sont ouvertes, les ex sont ouvertes. Donc, cette année, il y avait juste la villégiature et quand même d'une façon restreinte du fait qu'on a un printemps qui est très, très, très tardif. Et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, dans un rayon de 25 km au nord de La Tuque, bien,
c'était pas encore dégelé. Donc, c'est sûr que les gens qui sont venus dans notre coin, c'était principalement des villégiateurs. Donc, on sait qu'on a 65 pourvoiries sur le territoire. Les 65 pourvoiries étaient fermées. Et il y a 9 ZEC aussi, donc la même chose, des ZEC n'étaient pas accessibles. Malgré ça, comme je le mentionne, on a eu quand même 5000 personnes qui sont venues sur le territoire et on voulait s'assurer de faire de la prévention à l'intérieur de ça. Donc, vous mentionnez que ceci nous a coûté un montant de 9 800 $. Je pense que 9 800 $ pour je dirais, protéger la population, faire de la prévention, bien, c'est un montant qui est quand même là, très, je dirais, qui est très acceptable par rapport à ça. On va voir ce qu'on va faire pour la suite des choses là-dedans. Est-ce qu'on va aller à la sécurité publique? Est-ce qu'on va les réclamer? Donc, on va analyser le tout et on va voir où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Donc, pour l'instant, on va tomber en mode veille, dans le sens qu'on va continuer à suivre la situation de très près. Donc, comme je dis, le comité demeure en place, même si le déconfinement est annoncé partout, même ça, si le gouvernement dit que ça commence à bien aller, nous, on reste réellement en mode veille. On veut s'assurer que tout est sous contrôle, tout va bien. On continue nos rencontres régulières avec le CIUS pour s'assurer qu'au niveau de l'établissement soit prêt, au niveau que les résidences personnes âgées aussi, ça soit en contrôle. Et sur le territoire, bien, on veut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de nouvelles éclosions. Donc, on reste aux aguets avec les gens de la santé publique à l'intérieur de tout ça. Peut-être une information aussi à communiquer aux gens. Nos services à l'hôtel de ville demeurent accessibles via téléphone, via Internet par rapport à ça. Notre bâtiment est encore fermé parce qu'actuellement, on n'a pas de consigne à l'effet que c'est maintenant le temps d'ouvrir au niveau des hôtels de ville. Au niveau de la région, on est en train de voir un peu qu'est-ce que ça donne au niveau de la région. On attend aussi des consignes du gouvernement du Québec, donc peut-être aux alentours de la première semaine de mai, ça va demeurer accessible, mais c'est sûr qu'avec la limitation. Donc, on va vous revenir avec plus de détails là-dedans. Actuellement, ceux qui vont un peu de magasinage voient un peu comment que ça fonctionne dans les différents commerces. Donc, il y a tout l'aspect de la distanciation, il y a des lignes directrices. Donc, c'est sûr que nous aussi, au niveau de l'hôtel de ville, si on s'en va dans un modèle d'ouverture, bien, on va devoir se conformer aux mêmes exigences de la santé publique. Donc, ça veut dire un accès très restreint sur rendez-vous. Et si les gens qui n'auront pas de rendez-vous, bien, naturellement, il va y avoir, dépendamment, une file qui va devoir se créer parce qu'on va devoir limiter le nombre de personnes qui vont être accessibles au niveau de l'hôtel de ville. Donc, on est en train d'étudier tout ça, mais pour l'instant, les services sont accessibles 100%. C'est juste que les bâtiments sont fermés. Donc, on va vous revenir ultérieurement avec d'autres détails. Mais d'ici la première semaine de juin, on aimerait ça être en mesure là, de donner un service peut-être agrandi, mais qui va être naturellement sur réservation ou sur rendez-vous, parce que nous aussi, il faut respecter les consignes de la santé publique. Juste peut-être, Marco, préciser aussi qu'on est en attente des directions des différents centres de personnes âgées, si jamais ils ont besoin de circuits, qu'on est à l'écoute également. Oui, effectivement, M. Tremblay. On a poursuivi pour l'animation musicale. On est en attente des résidences personnes âgées. Si des fois les gens voudraient, au niveau de l'activité physique, on va être prêt par rapport à ça. Oui. Alors, merci du suivi en ce qui a trait à la pandémie de COVID-19 et des différentes activités du comité d'urgence sanitaire locale. Alors, je tiens à remercier le DG, le comité également. Là. Il y a des gens de la sécurité incendie, M. Bisson, M. Vizina, M. Bilodeau, Mme Landlet, M. Poirier. Alors, vous-même, M. Letiec, sur le comité, également les policiers qui ont travaillé en deux sections, là, soit le fin mars, début avril et aussi en fin de semaine. Et c'est ajouté aussi à notre demande. C'était une demande qu'avait formulée également M. Chagnon à l'effet d'avoir des agents de conservation de la faune. Alors, tout ça a fait un excellent travail de prévention aussi en fin de semaine, d'autant plus qu'on vivait une dualité. On a fait beaucoup de médias dans les radios, stations de TV. Il y a peu de gens qui croyaient qu'on avait encore un couvert de neige très important. D'ailleurs, il est venu des journalistes, on devait déployer une carte pour s'assurer. Là, ça fond, là, il fait beau. Mais je vous garantis qu'en fin de semaine passée, encore, là, 25-30 km passé Ville-Latuc, c'était difficile. Il y a des gens même qui sont rentrés dans le bois, mais qui sont sortis, ne pouvant avoir accès à leur chemin. Il y a des chemins qui sont grattés, mais ce n'est pas l'ensemble des chemins qui le sont. Donc, je sais qu'Hélène Landlet a fait un travail aussi très important au niveau du site. On va faire ça toutes les années, bien qu'on le faisait. Mais cette année, on a mis en fonction le site. Je pense que c'est plus de 3500 consultations qui ont été faites par des gens de l'extérieur sur le site de Ville-Latuc pour s'assurer si le bois ou si l'accès à la forêt leur permettait de se rendre à leur chalet. Fait que c'est quelque chose qu'on a fait cette année de façon plus précise avec des cartes, même des cartes satellites.
Alors, on voyait que les lacs étaient encore gelés également. Fait que, suivant ça, ben, l'année prochaine, on va quand même s'orienter de la même façon. J'espère d'avoir le COVID en moins. Alors, grand merci à vous tous et on remercie également la population du soutien, mais aussi de la discipline qu'on a pu obtenir, là, soit par les différents, autant du gouvernement que par le comité ici local en fonction des explications, mais du respect là, à se protéger, à continuer à se protéger, puis d'apprendre à vivre également avec ce virus-là par le respect des mesures de distanciation, mais d'hygiène, et auquel s'est ajouté dernièrement le port du masque également. Donc, je pense que le directeur général en a parlé aussi. Faites attention, on n'a pas encore de cas. On souhaite que ça se poursuive le plus longtemps possible, mais encore faut-il faire attention aussi à nos déplacements à l'extérieur. Alors, on va passer au point 5, règlement numéro 6733-2020, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 750 000 pour la mise à niveau de l'aéroport. Oui. Donc, attendu qu'un projet de règlement fut présenté avec un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 21 avril dernier. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 6733-2020 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 750 000 pour la mise à niveau de l'aéroport soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans financé en provenance des quotes-parts chargés aux municipalités liées. Alors, c'est proposé par Michel Sylvain et secondé par Je vais seconder. Mme Caroline Bérubé. Bérubé. Alors, on passe au point 6, adoption priorité d'intervention 2020-2021 du Conseil d'agglomération en regard du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, services de développement économique et forestier de la TUC. Oui. Donc, entendu qu'en vertu de l'entente relative au volet 2, soit l'entente soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds Région et Ruralité, ce Conseil doit établir ses priorités d'intervention pour l'année 2020-2021, attendu que les principaux enjeux identifiés sont de l'ordre de développement économique, de développement du milieu par des initiatives citoyennes, collectives et communautaires ainsi que municipales, et que la planification du développement et de l'aménagement du territoire, attendu que les priorités d'intervention doivent être déposées au ministère des Affaires municipales et de l'habitation et doit être également publié sur le site Web de la Ville de la TUC. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adopte les priorités d'intervention 2020-21 définies dans le document de référence daté d'aujourd'hui même, soit le 19, le tout en vertu de l'article 9 de l'entente relative au volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional administré par le service de développement économique et forestier, la TUC. Alors, c'est proposé par M. Larrey-Bernier, secondé par René Mercier. OK. J'ai compris, M. Chagnon. Alors, M. Éric... Non, M. Mercure. M. Mercure. Eh bien, René Mercure. Alors, point 7, octroi d'aide financière remboursable via le Fonds local d'investissement COVID-19, 8 projets. Oui. Attendu qu'en fonction des mesures spécifiques d'appui aux entreprises touchées par la pandémie COVID-19, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de la TUC une enveloppe budgétaire via le Fonds local d'investissement COVID-19 en vue de soutenir les commerçants locaux et entreprises de services, attendu que cet appui aux entreprises se traduit par un prêt remboursable au taux d'intérêt fixe de 3 % et selon les conditions déterminées à l'entente de financement, attendu l'analyse par le comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au conseil d'agglomération pour 8 projets déposés au service de développement économique et forestier LATUC pour solliciter une aide financière à ce fonds. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération accorde les aides financières suivantes. Foresterie Savard Incorporée, un prêt de 10 000 $. Aventure Tropicale, un prêt de 10 000 $. Restaurant Le Bokeh, 25 000 $ remboursable également. Tendance Coiffeur, un prêt de 12 000 $.
GP Santé, un prêt de 21 000 Microbrasserie, le Mouton Noir, un prêt de 18 000 La pourvoirie, la Seigneurie du Triton, un prêt remboursable de 35 000 et la microbrasserie, la Pêcheresse, un prêt remboursable de 25 000 Alors, on invite également, c'est un fonds, le FLI qu'on appelle, le Fonds local d'investissement, pour les gens qui ont des besoins. C'est des prêts qui sont remboursables. Vous pouvez vous adresser au service de développement économique et forestier là-dessus. C'est important. C'était une enveloppe de plus de 600 000 auquel on a commencé à donner quelques milliers de dollars, là, mais il en reste. Alors, vous pouvez vous adresser au SDEF. C'est important. Alors, pour les 8 projets, c'est proposé par Mme Caroline Bérubé, secondé par Je vais seconder Roger Manta. M. Manta. Alors, on y va au point 8, octroi d'une aide financière via le Fonds Région et Ruralité à l'entreprise La Créatech. C'est un projet de production de masques de protection COVID-19. Oui. Attendu qu'en fonction de l'entente intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de la Tuque une enveloppe budgétaire via le Fonds Région et Ruralité en vue de soutenir différents projets issus des secteurs privés, municipal, coopératif ou les organismes à but non lucratif. Attendu l'analyse par le Comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au Conseil d'agglomération pour le projet de l'entreprise La Créatech, déposé au Service de développement économique et forestier LATUC. Donc, en conséquence, résolu que ce Conseil d'agglomération accorde une aide financière à La Créatech pour le projet de production de masques de protection COVID-19. L'aide financière non remboursable est d'un montant de 5 000 Alors, c'est proposé par M. Éric Chagnon, secondé par Je vais le seconder, Jean Duchesneau. M. Duchesneau. Alors, point 9, adoption des prévisions budgétaires 2020 de l'Office municipal d'habitation, OMH, de Ville de la Tuque. Attendu que l'Office municipal d'habitation de la Ville de la Tuque a adopté un budget prévisionnel pour l'année 2020 au montant de 1 450 641 Donc, en conséquence, résolu que ce Conseil d'agglomération approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2020 de l'Office municipal d'habitation de la Ville de la Tuque et que ce Conseil d'agglomération autorise également la directrice des finances et trésorières à verser une contribution municipale globale de 95 268 pour l'année 2020, répartie de la façon suivante. Il y a 86 294 qui représentent 10 du déficit et 8 974 qui représentent la part de la Ville de la Tuque dans le programme de supplément au loyer privé. Alors, c'est proposé par M. Roger Manta, secondé par Je vais le seconder, Éric Chagnon. M. Éric Chagnon. Alors, ça termine la partie administrative de l'Assemblée. Point divers, on n'a pas de sujet. Commentaires du président, je vous les ai faits au fur et à mesure du procès verbal, là, mais de l'ordre du jour également. Alors, commentaires des membres, je vais débuter avec M. Michel Sylvain. Oui, bonsoir. Nous, c'est juste pour vous aviser, la municipalité est encore fermée, mais par contre, les services se font via téléphone et via courriel. Ça va rester fermé encore un petit peu. Nous aussi, on veut vérifier qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Par contre, on est prêt. Tout a été préparé pour la protection de nos employés. La deuxième chose, juste vous rappeler que notre assemblée publique qui a eu lieu le 12 mai est sur le site de la municipalité. C'est www.labostonnais.ca. Fait que bonne soirée et merci. Merci, Michel. Alors, on va passer par M. Larry Bernier. Alors, bon, moi, mon commentaire, c'est d'inviter les gens à continuer à appliquer les mesures que nous conseille la santé publique. On a des batailles
On a gagné, mais la guerre n'est pas finie et ça risque d'être long. Donc, il faut continuer à être prudent et faire attention. Voilà. Merci, M. Bernier. On va y aller avec M. Éric Chagnon. Oui, c'est ça. Je me rejoins un peu aux deux autres pour dire, pour vraiment demander aux gens aussi de continuer à suivre les directives gouvernementales dans ce qui a trait à la santé publique, la distanciation sociale, puis surveiller ces choses-là. C'est des choses qu'on oublie. Hein. C'est pas facile à faire, mais je pense qu'on va être capable de le faire. Je voulais aussi également demander aux gens, il va y avoir de plus en plus de gens un peu qui vont venir sur le territoire, qui vont aller à la pêche, ou aller à leur chalet de villégiature, de faire attention avec les chemins forestiers. Il y a beaucoup de gens qui circulent sur ces chemins forestiers-là. Il va y avoir du transport forestier aussi qui va se faire, puis de ce temps-ci, bien, la température est belle, elle est chaude. Ça fait qu'il y a beaucoup de poussière sur les chemins, fait que j'invite les gens à pas se suivre de trop proche sur ces chemins-là, puis d'allumer leur lumière pour plus de sécurité. C'était les deux points que je voulais parler. Merci, M. Chagnon. On va y aller avec M. Mercure. C'est bien beau, pas de commentaire. On va y aller avec M. Luc Martel. C'est beau, pas de commentaire. On va y aller avec Mme Caroline Bérubé. Ça va, c'est beau, merci. Alors, M. Jean Duchesneau. Merci, pas de commentaire, Monsieur le maire. Merci. Alors, M. Roger Manta. C'est beau, pas de commentaire, merci. Alors, grand merci à vous tous, conseillers, conseillères. On va y aller avec les questions des médias. Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier, ça va? Hélène, est-ce qu'on a des questions du public? Non, aucune, Monsieur le Président. Bon, alors on va terminer levée de l'Assemblée à 19h17 et on reprend dans 5 minutes avec l'Assemblée de Ville-de-la-Tuque. Merci. Alors, rebonsoir à tous. Ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-la-Tuque, ce mardi 19 mai 2020 à 19h25. Donc, on procède ce soir à huis clos, je tiens à le rappeler. Donc, la majorité des conseillers et conseillères sont sur la ligne téléphonique. Sont avec moi Mme Hélène Landlet, directrice des communications, qui va prendre des questions venant du public. Également, M. Jean-Sébastien Poirier, greffier, lecteur des ordres du jour. Et M. le directeur général, M. Marco Letiec également, forme pour cette présente assemblée le présent décorum. On va y aller avec l'appel nominal des membres, des conseillers et conseillères. Alors, M. Éric Chagnon. Oui, je suis présent. Alors, M. René Mercure. Présent. M. Luc Martel. Présent. M. Roger Manta. Présent. M. Jean Duchesneau. Oui, présent. Et Mme Caroline Bérubé. Présente. On se sent pareil comme à la petite école, qu'on appelle les élèves. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, juste avant d'y aller avec l'ordre du jour, c'est d'appeler le numéro à InfoService. Je vous donne le numéro. C'est le 819-676-5091. Alors, InfoService, 819-676-5091. Alors, on a 2 préposés qui prennent les appels si on a des questions durant les sujets de l'Assemblée. Également, vous pouvez écrire directement à Mme Landlet sur son portable, donc à l'adresse Internet suivante, conseil, C-O-N-S-E-I-L, pas de S, c'est au singulier, conseil à commercial, ville.latuc, Latuc tout ensemble, .qc.ca. Alors, conseil à commercial ville.latuc.qc.ca. Alors, je tiens à saluer les gens de la télévision communautaire, également nos journalistes présents, Mme Tremblay du Nouvelliste, M. Scarpino de l'Écho et M. Mercier de la radio. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais faire juste la lecture des principaux sujets.
Donc, il va y avoir adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, suivi du procès-verbal, correspondance et, bien sûr, information. Rapport des permis de construction pour le mois d'avril 2020. Ensuite, on va aller au greffe. Donc, sans faire la lecture de tous les sujets, on a des sujets au greffe, on a des sujets en trésorerie, on a des sujets au niveau de la sécurité incendie, également travaux publics et services techniques, et loisirs, culture et développement touristique. Alors, on va y aller un à la suite des autres. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je crois, M. le greffier, qu'on a un ajout. Oui, il y a un ajout, M. le maire, à l'item 10.7, soit une adjudication concernant la fourniture de matériel pour clôture galvanisée. Donc, c'est le seul ajout à l'item 10.7. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer, Éric Chagnon. M. Chagnon, secondé par Second, Luc Martel. M. Martel. Alors, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 avril 2020. Est-ce qu'on a des changements, modifications? Rien de spécial, M. Aucune modification à mon niveau, M. le maire. Au niveau des conseillers et conseillères, ça va. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour l'adoption du procès-verbal. Je vais le proposer, Roger Manta. M. Manta propose. Je vais seconder, René Mercure. M. René Mercure, seconde. Alors, pour le suivi au procès-verbal, il n'y en a pas. Alors, correspondance et information, on n'en a pas non plus pour l'Assemblée de Ville-de-la-Tuque. Monsieur le greffier, on va y aller avec le rapport des permis de construction pour le mois d'avril 2020, soit 46 permis pour une valeur estimée de 2 928 929. Oui. Donc, au niveau du sommaire concernant l'émission des permis de construction pour le mois d'avril, donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, 46 permis ont été émis pour une valeur de 2 928 929 $, comparativement au même mois d'avril l'an passé, où 109 permis avaient été émis pour une valeur de 1 117 972. Donc, au niveau de l'écart qui touche le mois d'avril, on a 63 permis d'émis de moins que l'an passé, cependant un écart positif de 1 810 957 de plus que l'an passé. Au niveau du cumulatif, cette année, on compte 160 permis pour une valeur de 4 901 125 $, comparativement à ce cumulatif l'an passé, où on avait 219 permis pour une valeur de 2 503 713 $. Donc, on a un écart de 59 permis d'émis de moins que l'an passé. Cependant, on a un écart positif de 2 397 412 $ de plus au niveau du cumulatif cette année versus l'an passé. Alors, merci, Monsieur le greffier. On va passer au greffe maintenant. 7.1. Dépôt, certificat relatif au déroulement d'une consultation publique écrite, demande de dérogation mineure désignée prioritaire. Donc, attendu que lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 21 avril dernier, le Conseil a désigné les demandes de dérogation mineure suivantes comme actes prioritaires en vertu de cette même procédure. Donc, 5 dérogations ont été jugées prioritaires par le Conseil. La dérogation 2020-1, la 2020-3, la 2020-5, la 2020-6 et également la 2020-7. Je les passe rapidement parce qu'on va les voir en détail dans les résolutions à venir. Donc, attendu que la consultation écrite visée par ces demandes s'est terminée le 8 mai dernier et qu'à la suite de ce délai, aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt des certificats attestant de la consultation publique écrite concernant les dites demandes de dérogation mineure telles que préparées par le greffier. Alors, ça me prendrait... j'ai déjà un proposeur qui est M. Jean Duchesneau, alors ça me prendrait un secondeur, s'il vous plaît. Je vais le seconder, Roger Manta. M. Manta. Alors, on poursuit avec 7.2. Demande de dérogation mineure numéro 2020-01, 725, Boulevard du Champ. Oui. Attendu que la dite demande consiste à permettre l'installation d'une enseigne numérique
à une distance de moins que 1,5 m. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que cette demande de dérogation mineure numéro 2020-1 soit acceptée ou refusée. Alors, toujours proposé par M. Jean Duchesneau, secondé par Je vais seconder Caroline Bérubé. Mme Bérubé. 7.3. Demande de dérogation mineure numéro 2020-003, soit le 199 du lac Kiskissing. Oui. Attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'une véranda à une superficie de 30 mètres carrés plutôt que de 25 mètres carrés. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-3 soit acceptée ou refusée. Alors, il est toujours proposé par M. Jean Duchesneau, secondé par Secondé, René Mercure. René Mercure. Alors, 7.4, demande de dérogation mineure numéro 2020-005, soit le 20 lac Adams. Oui. Attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'un abri d'une superficie de 38,67 mètres carrés plutôt que de 30 mètres carrés. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-5 soit acceptée ou refusée. Toujours proposé par M. Jean Duchesneau, secondé par Je vais le seconder, Éric Chagnon. M. Chagnon. Donc, c'est proposé l'acceptation. Oui. 7.5, demande de dérogation mineure numéro 2020-006, soit le 293 rue Desbiens. Oui. Attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage ainsi que la marge avant de la maison. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-6 soit acceptée ou refusée. M. Duchesneau, favorablement en est le proposeur, secondé par Je vais seconder, Roger Manta. M. Roger Manta. 7.6, toujours une demande de dérogation mineure, numéro 2020-007, soit le 737 et le 737A rue Desbiens. Attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage ainsi que la marge arrière du garage. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2020-7 soit acceptée ou refusée. Alors, proposé favorablement par M. Jean Duchesneau, secondé par Je seconde, Luc Martel. M. Luc Martel. Alors, 7.7, demande d'occupation du domaine public permanente de l'immeuble situé au 396 398-A rue Tessier, Mme Pierrette Plourde. Oui. Attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 396-398-A rue Tessier a été déposée à la Ville de La Tuque par Mme Pierrette Plourde afin de régulariser des empiètements sur la propriété municipale, soit sur la rue Tessier. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Attendu que la Ville ne subit aucun préjudice. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public afin de régulariser l'empiètement de 2 frises ainsi que d'un escalier sur le lot 5 330 358, soit sur la rue Tessier. Alors, toujours proposé favorablement par M. Jean Duchesneau et secondé par Je vais seconder Caroline Bérubé. Mme Bérubé. Alors, 7.8, autorisation, demande de pose d'une affiche au 733-735 rue Saint-Louis. Donc, la compagnie 9288-1267 Québec Inc., groupe RDL Solutions comptables et Patrick
et Boivin-Paquin-Proulx, Arnois, notaire. M. Patrice Sanvido également. Donc, c'est le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attends-tu la demande de pose d'une affiche au 533-535 rue Saint-Louis, présentée par M. Patrice Sanvido pour l'entreprise 9288-1267 Québec Inc., qui se trouve être le groupe RDL Solutions Comptables et Boivin-Paquin-Proulx Arnois notaire, et qui doit recevoir l'accord des autorités municipales selon les exigences du PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte la demande de pose d'affiche au 533-535 rue Saint-Louis, présentée par M. Sanvido, représentant de l'entreprise 9288-1267 Québec Inc. Alors, toujours proposé favorablement par M. Jean Duchesneau. Ça me prendra un secondeur. Le secondé, Éric Chagnon. Alors, M. Chagnon. Alors, 7.9, autorisation, demande de pose d'affiche au 515 rue Commerciale, soit la gestion CFM, incorporée Family Prix, Mme Marie-France Fortin et M. Charles Martel. Encore là, c'est un PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Attendu la demande de pose d'une affiche au 515 rue Commerciale, présentée par Mme Marie-France Fortin et M. Charles Martel pour l'entreprise Gestion CFM Incorporée, soit Family Prix, et qui doit recevoir l'accord des autorités municipales selon les exigences du PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte la demande de pose d'affiche au 515 rue Commerciale, présentée par Mme Fortin et M. Martel, représentants de l'entreprise Gestion CFM Incorporée, soit Family Prix. Alors, proposé favorablement par M. Jean Duchesneau, secondé par... Le secondé, M. Manta. Alors, M. Manta. Alors, 7.10, autorisation, demande de pose d'affiche au 323-331 rue Saint-François, Mme Gisèle Fortin. Encore là, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Donc, attendu la demande de pose d'une affiche au 323-331 rue Saint-François, présentée par Mme Gisèle Fortin, et qui doit recevoir l'accord des autorités municipales selon les exigences du PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte la demande de pose d'affiche au 323-331 rue Saint-François, présentée par Mme Gisèle Fortin. Alors, toujours proposé favorablement par M. Jean Duchesneau, secondé par... Caroline Bérubé. Mme Bérubé. Alors, 7.11, je vais demander à M. Duchesneau de nous faire la lecture du règlement abrogeant le règlement numéro 1000-135-2010 concernant la citation à titre de monument historique du domaine Van Bruxelles. Jean Duchesneau, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture abrogeant le règlement numéro 1000-325-2010, citant à titre de monument historique le domaine Van Bruxelles et qu'un projet de règlement est présenté à la présente séance. Alors, on va y aller avec le projet de règlement en 7.12, abrogeant le règlement 1000-135-2010 concernant la citation à titre de monument historique du domaine Van Bruxelles. Oui. Attendu que la loi sur le patrimoine culturel stipule que le retrait de la citation doit se traduire par l'abrogation du règlement municipal, lequel doit être précédé d'une résolution d'intention adressée au registraire du patrimoine culturel au moins 60 jours avant l'adoption du règlement d'abrogation, attendu que Ville-de-Tuc a avisé le registraire du ministère de la Culture et des Communications de son intention de procéder à l'abrogation du règlement,
concernant la citation à titre de monument historique du domaine Van Bruxelles par la résolution numéro 2020-2-30, adoptée le 18 février 2020, attendu que la dite résolution a été transmise au registraire du patrimoine et que celui-ci a signifié en date du 3 mars la réception de l'avis d'intention de la municipalité. Donc, attendu qu'un avis de motion et dispensation de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée tenue aujourd'hui. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement abrogeant le règlement numéro 1000-135-2010 concernant la citation à titre de monument historique du domaine Van Bruxelles soit adopté tel que rédigé. Alors, toujours proposé favorablement par M. Jean Duchesneau, secondé par René Mercure. M. René Mercure. C'est rare, ça, hein, la question de... On avait eu aussi, M. le maire, une assemblée de consultation pour inviter les gens qui se sentaient ou qui étaient visés par cette demande d'abrogation-là. Il y avait un représentant, qui non pas le propriétaire, mais un représentant du domaine Van Bruxelles, qui était venu expliquer durant cette assemblée de consultation, d'information, les motifs qui justifiaient en fait cette abrogation. C'est extrêmement coûteux pour celui qui veut rénover un bâtiment qui est cité comme monument historique, parce qu'il doit se conformer à certaines règles pour respecter le patrimoine. Et on sait que cet immeuble-là est présentement à vendre et n'a pas nécessairement trouvé preneur, puis il est dans un état aussi de détérioration et les propriétaires actuels veulent quand même le rénover et non pas se soumettre à des coûts exorbitants en fonction de ce que la loi les oblige. C'est bien. Alors, 7-13, autorisation de signature, cession en faveur de Ville de la Tuque du lot 5 916 301, rue principale, secteur Parent, par M. Tournada, succession de M. Thériault Coubeau. C'est un exercice. C'est un cours de diction. Oui. Des Japonais, ça? C'est quoi? Je vais m'essayer. Okay. Oui, c'est des gens outre-mer. Il y a plusieurs gens provenant de d'autres pays qui sont propriétaires de terrain dans le secteur de Parent. Très varié, M. Chagnon, apparent. Oui, multiculturel. Oui. Et des minorités visibles. Oui. Donc, attendu l'offre de cession à la Ville de la Tuque du lot 5 916 301, situé sur la rue principale dans le secteur de Parent, par M. Minoru Tsunoda, agissant sa qualité de liquidateur de la succession de feu Turo Kubo. Donc, attendu que le liquidateur consent à céder gratuitement à la Ville de la Tuque le dit lot et sans aucune compensation. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer pour nom de Ville de la Tuque l'acte notarié pour la cession en faveur de Ville de la Tuque à titre gratuit du lot 5 916 301, qui est un lot situé sur la rue principale dans le secteur de Parent et qui totalise une superficie de 445,3 mètres carrés et que les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de la Ville. Donc, ce qui représente les frais du notaire, c'est nous qui allons les payer, mais il n'y a pas de contrepartie qui est demandée par la succession pour nous céder ce terrain-là. Alors, c'est bien. Proposé favorablement par M. Jean Duchesneau et secondé par... Je vais l'appuyer, M. Chagnon. M. Chagnon. Alors, c'est terminé pour les sujets du greffe. On va passer à la trésorerie. Point 8, 8.1. Adoption, compte à payer ou à ratifier pour le mois d'avril 2020, 3 195 809,25. Oui, au niveau des comptes à payer ou à ratifier pour le mois d'avril, on retrouve au niveau du fonds d'administration 1 681 428,10. Fonds d'immobilisation 177 497,63. Service de la dette 374 634,50. Salaire net et remise au gouvernement 819 210,7. Au niveau des cartes de crédit 3 048,93 et paiement préautorisé 139 990,2 pour un total de 3 195 809,25. Alors, c'est proposé par M. Martel et secondé par... Je vais seconder, Roger Manta. Est-ce que les membres du comité de finances ont des commentaires? Non, pas particulièrement.
OK, donc tout le monde était satisfait. On a eu toutes les réponses à nos questions. Fait que... C'est bien. Alors, 8.2, dépôt, certificat relatif au déroulement d'une consultation publique écrite, règlement d'emprunt désigné prioritaire numéro 522-2020, 524-2020, 525-2020 et 527-2020. Oui. Donc, attendu que dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence sanitaire par l'arrêté ministériel 2020-8, publié le 22 mars dernier par le gouvernement du Québec, certaines dispositions temporaires ont été permises aux municipalités en regard des procédures détenant un caractère public, attendu que l'arrêté ministériel permettait, entre autres, aux municipalités de poursuivre le processus inhérent à l'adoption des règlements d'emprunt à l'endroit des emprunts jugés prioritaires par le conseil municipal, en substituant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une consultation écrite annoncée par le biais d'un avis public dans un délai préalable minimal de 15 jours, attendu que les règlements d'emprunt suivants ont été désignés comme actes prioritaires par le conseil municipal lors de son assemblée publique tenue le 21 avril dernier. Donc, c'est 4 règlements, le 522-2020, le 524-2020, le 525 également-2020 et le 527-2020. Attendu que, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-8, une consultation écrite sur ces règlements d'emprunt a été annoncée par le biais d'un avis public paru le 23 avril et a été tenue pour une période de 15 jours ayant pris fin le 8 mai dernier. Attendu qu'à la suite de cette consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité en regard des règlements d'emprunt. Attendu que l'arrêté ministériel prévoit qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal aura pris connaissance de ces commentaires, celui-ci pourra alors décider de l'issue du processus par l'adoption d'une nouvelle résolution, soit de retirer le règlement et mettre fin au processus, soit d'attendre la fin de la déclaration d'urgence sanitaire et soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter, ou maintenir sa décision et de demander la transmission du règlement au ministère des Affaires municipales. Donc, dans ce cas-ci, aucun commentaire qui a été émis pour ces 4 règlements d'emprunt. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt du certificat attestant qu'aucun commentaire n'a été formulé dans le cadre de la consultation publique écrite relatif au règlement cité précédemment, tel que préparé par le greffier, les 10 certificats étant annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que ce conseil municipal poursuit le processus et soumet les 10 règlements d'emprunt à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Tu t'es payé à la traite, mon poirier? Oui, pour dire aux gens que c'est une procédure quand même démocratique. C'est une procédure qu'habituellement, on a un registre qui est tenu à la municipalité pour les gens qui sont intéressés ou qui se sentent interpellés par ces règlements-là pour demander qu'il y ait un référendum qui soit tenu. Mais dans ce cas-ci, considérant la COVID-19, le ministère a mis en place, en vigueur, une autre forme de procédure de consultation auprès de la population. Et dans ce cas-ci, on est soumis à des règles quand même qui sont strictes. Et le Conseil a toujours le choix, en finalité, de revenir en arrière et d'annuler, dans le fond, ce règlement, de soumettre ou carrément de poursuivre. Donc, c'est une procédure quand même démocratique. Puis dans ce cas-ci, aucun commentaire n'a été émis ou soumis à la municipalité dans le cadre de la période de 15 jours de consultation écrite. Merci, M. Poirier. Alors, toujours proposé par M. Luc Martel, secondé par... Pour l'appuyer, Jean Duchesneau. M. Jean Duchesneau. Alors, c'est les acrobaties administratives qu'on doit faire pour l'acceptation des projets au niveau de la COVID-19 par le MAMACH. Oui, M. le maire. Alors, 8.3, règlement numéro 526-2020, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 497 200 pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs. Oui. Attendu qu'un projet de règlement fut présenté et qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 17 mars dernier,
Donc, en conséquence, résolu que le règlement d'emprunt numéro 526-2020 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 497 200 $ pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 10 ans et financé par une portion des revenus généraux de nature locale. Alors, toujours proposé par M. Luc Martel, secondé par Caroline Bérubé. Mme Bérubé. Alors, 8.4, règlement numéro 528-2020, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 400 000 pour la réhabilitation et le renouvellement du réseau d'égouts et d'aqueducs. Oui, attendu que le greffier apportait à l'attention des membres du Conseil une modification apportée au présent règlement au niveau du montant de l'emprunt, soit 1 400 000 plutôt que de 1 345 000, tel qu'il apparaissait au projet de règlement présenté le 21 avril dernier, attendu que la modification apportée ne change pas la nature ni l'objet du règlement, attendu qu'un projet de règlement fut présenté et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire du 21 avril dernier. Donc, en conséquence, résolu que le règlement d'emprunt numéro 528-2020 au montant de 1 400 000 $ pour la réhabilitation et le renouvellement du réseau d'égouts et d'aqueducs soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans et financé par le prélèvement d'une taxe de secteur pour chaque propriétaire d'immeuble imposable desservi sur le territoire par un réseau d'aqueducs et d'égouts. Alors, proposé par M. Luc Martel et secondé par Je vais seconder, Roger Manta. M. Manta. Alors, on passe au point sur la sécurité incendie. Donc, 9.1, adjudication, acquisition, camion incendie, autopompe, citerne, usagers. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 5 mai dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, la soumission nous a été acheminée par Technofeu Incorporé de Saint-François-du-Lac au montant de 209 887 $. Donc, attendu qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, dans le cas où une seule soumission conforme a été reçue, la Ville peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure un contrat à un prix moindre que celui proposé dans sa soumission, sans toutefois changer la nature et ses obligations. Excusez-moi. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'acquisition d'un camion incendie autopompe citerne usagé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Technofeu Incorporée de Saint-François-du-Lac, au montant de 199 887 $ taxes exclues, tel que convenu avec le soumissionnaire et conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Donc, juste porter à votre attention, il y a soumissionné à 209 000 et l'adjudication se fait à 199 000. Donc, il y a eu une négociation de gré à gré pour baisser le montant de 10 000 $. Donc, ce n'est pas des choses qu'on faisait, mais qu'on est porté à faire beaucoup plus là, pour négocier les prix quand il y a une seule soumission, puis ça n'affecte pas la nature du contrat, mais uniquement le prix. Et ce camion incendie-là, usagé, va faire partie des camions de la brigade du Lac-Édouard. Alors, je pense que c'est important aussi. Alors, c'est proposé par M. Luc Martel et secondé par René Mercure. M. René Mercure. Alors, on y va avec les travaux publics et les services techniques. 10.1, adjudication, deuxième appel d'offres, changement de la fenestration au centre social. Oui, attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 8 mai dernier, 3 soumissions ont été reçues. La première étant de Construction G Terrien 2010, incorporée de Nicolet, au montant de 241 900 $. La deuxième étant de Isophore de Alma, 252 080 et 7. Et la troisième, c'est Cévico Incorporé de Saguenay, au montant de 259 270 et 67. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour le deuxième appel d'offres pour le changement de la fenestration au centre social au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Construction G Terrien 2010 Incorporé de Nicolet, au montant de 241 900 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter.
Alors, c'est proposé par M. Roger Manta, secondé par Mon micro était fermé. Oui, je vais l'appuyer, Jean Duchesneau. M. Jean Duchesneau. Alors, 10.2, adjudication, acquisition d'une camionnette neuve. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 6 mai dernier, 2 soumissions ont été reçues. La première étant l'Essar Buick Chevrolet de Latuc au montant de 35 295 $ et la deuxième étant de Dumais Automobile Limité de Latuc au montant de 48 900 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'acquisition d'une camionnette neuve au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Lessar Buick Chevrolet GMC de Latuc, au montant de 35 295 $, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, toujours proposé par M. Roger Manta, secondé par Caroline Bérubé. Mme Bérubé. Celle-là, tu vas avoir un interdit de la prendre, mon ami Poirier. Hein? Oui, 10.3. T'as compris? 10-4. 10.4. 10.3. Je pensais que le greffier l'aurait appuyé. Non, il ne pouvait pas. Je vous laisse ça, les élus. En tout cas, quand vous avez un camion qui nécessite des réparations, vous pouvez le passer au greffe. Eux autres, ils nous font une belle job. Alors, 10.3. Adjudication, traçage de lignes sur la chaussée, rue et stationnement. Oui. Tandis que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 7 mai dernier, 3 soumissions ont été reçues. La première soumission étant de Alain Deschaines Construction Incorporée de Chicoutimi au montant de 40 241 $ et 50. La deuxième soumission étant de Durand Marquage et Associés de Thetford Mines au montant de 46 466 $ et 40. Et la troisième soumission étant Ligne Masca de Saint-Cécile de Milton au montant de 49 568 et 68 090. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour le traçage de lignes sur chaussée, rue et stationnement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Alain Deschaines Construction Incorporée de Chicoutimi, au montant de 40 241 $ et 50 taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, proposé par M. Roger Manta et secondé par Je seconde Luc Martel. M. Luc Martel. Alors, on poursuit avec l'adjudication travaux de forage unidirectionnel pour entrée de service. Oui, attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 7 mai dernier, 4 soumissions ont été reçues. La première étant de Loisel Incorporé de Salaberry de Valleyfield au montant de 22 681 $ et 52. La deuxième étant de Puisatier de Délézy, de Alma, au montant de 29 540 et 20. La troisième soumission étant les entreprises Delorme de Saint-Cyril de Wendover, de 31 107 000 $. Et la quatrième soumission étant de Transselec de Laval, au montant de 75 445 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour les travaux de forage unidirectionnel pour entrée de service au plus bas soumissionnaire conforme, soit Loisel Incorporé de Salaberry de Valleyfield, au montant de 22 681 $ et 52 taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est concernant les travaux de forage là, qui seront faits sur le boulevard du Charme pour collecter les 11 terrains. Oui, effectivement. L'aéroport. Cette adjudication-là comprend uniquement 3 forages. Donc, effectivement, c'est les terrains le long de l'aéroport, là, longeant le boulevard du Charme. Donc, c'est pour passer les services d'égouts et d'aqueduc. Donc, c'est 3 forages qui seront faits là, au coût de 22 680 $. OK. Donc, c'est clair. M. Roger Manta en est toujours le proposeur, secondé par Caroline Bérubé. Mme Bérubé. Alors, adjudication, fourniture de compteurs d'eau. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 7 mai dernier, 3 soumissions ont été reçues.
Donc, la première soumission étant les compteurs Lecomte de Saint-Hyacinthe au montant de 15 437,28 $. La deuxième soumission étant Nouvelle Technologie Techno de Longueuil, 15 782,30 $. Et la troisième soumission étant de Réal UO Incorporé de Québec au montant de 20 221 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture de compteurs d'eau au plus bas soumissionnaire conforme, soit les compteurs Lecomte Limité de Saint-Hyacinthe au montant de 15 437,28 $, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, dans ce dossier-là, on a trouvé les 60 personnes que ça prenait. Les travaux se poursuivent également. Alors, on continue ce dossier. C'est toujours M. Manta qui est le proposeur, secondé par... Secondé, Éric Chagnon. M. Chagnon. Alors, 10.6, demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, régularisation des conduites d'égouts et d'aqueducs, secteur rue des Érables. Oui. Attendu que le projet de régularisation des conduites d'égouts et d'aqueducs dans le secteur de la rue des Érables nécessite l'obtention auprès du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques d'un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Donc, en conséquence, résolu que la Ville de Latuc autorise la firme d'ingénieurs groupe DLA à présenter pour au nom de Ville de Latuc une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est le dossier des égouts et d'aqueducs derrière ce qu'on appelle les cabines idéales, là. Donc, ça s'en vient également. Ça fait plusieurs années qu'on doit faire ces travaux-là et on va faire la demande auprès du ministère pour avoir les autorisations nécessaires. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors, on demande aux gens un peu plus de patience. Ça s'en vient. Alors, toujours proposé par M. Manta, j'aurais besoin d'un secondeur. Je vais seconder, Caroline Bérubé. Madame Bérubé. Alors, 10.7, adjudication, fourniture de matériel pour clôture galvanisée. Oui, attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui s'est terminé le 19 mai dernier, soit aujourd'hui, 2 soumissions ont été reçues. Donc, la première soumission étant de clôture nord-sud incorporée de Trois-Rivières au montant de 32 011,45 $ et la deuxième soumission étant clôture Cambrec de Trois-Rivières au montant de 37 112,65 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture de matériel pour clôture galvanisée au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Clôture Nord-Sud incorporée de Trois-Rivières, au montant de 32 011,45 $, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Alors, c'est la clôture à l'aéroport. Justement, qui va être en arrière-l'eau des terrains qui sont à développer le long du bois de Cham. Donc, ça va être la clôture qui va séparer le site qu'on connaît actuellement de l'aéroport et les futurs terrains. Une clôture de quasiment 1 km, ça? C'est à plus de 900 mètres, ça approche le 1 km, exactement. Alors, toujours proposé par M. Roger Manta, secondé par... Éric Chagnon. Oh, j'ai manqué. M. Chagnon, que se peut-tu? Ou M. Mercure? Êtes-vous encore vivant? Qui seconde? On va demander une reprise. Une reprise? Je vais seconder. Bon. Finalement, chance que vous êtes là. Mme Bérubé? On continue. Ça me fait plaisir. Alors, pas facile par téléphone. Alors, point 12, loisirs, culture et développement touristique, adjudication, étanchéisation, tour de refroidissement à l'eau du Colisée Denis Morel. Oui. Donc, attendu que lors d'un appel d'offres public se terminé le 5 mai dernier, 3 soumissions ont été reçues. Donc, la première étant de Train Canada de Montréal au montant de 17 825 $ et la deuxième soumission étant Simco Réfrigération de Québec au montant de 18 998 $. La troisième soumission était non conforme. Il nous a été acheminé par G Développement de Québec.
Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'étanchéisation de les taux de refroidissement à l'eau au Colisée Denis Morel au plus bas soumissionnaire conforme, soit Train Canada ULC de Montréal, au montant de 17 825 taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Bon. Alors, c'est proposé par Mme Caroline Bérubé, secondé par... Je vais seconder Luc Martel. J'ai compris, M. Luc Martel. C'est bien. Oui. Si vous me permettez un commentaire, M. le maire. Allez-y, M. Manta. J'aimerais juste signaler à la population que ce projet-là des tours de refroidissement, au tout début, on avait une soumission de Simco qui nous parlait de 85 000 pour changer nos tours d'eau parce qu'on avait des problématiques avec les produits chimiques qu'il fallait mettre à l'intérieur des tours d'eau, ce qui fait que le métal était attaqué par les produits chimiques. On est parti de 85 000, la première estimée qu'on avait eue. On était rendu à 250 000, hein, M. Martel? Oui. Puis, en fin de compte, on servirait de bord, puis la Ville, on a décidé d'étancher l'intérieur de la tuyauterie des tours d'eau, ce qui nous coûte 7 825. Je pense qu'on a fait une bonne économie, puis ça devrait nous permettre encore d'utiliser nos tours d'eau pendant un petit bout de temps. Un grand merci pour votre travail au sein du comité. C'est une économie qui est assez substantielle. Donc, c'est important des fois de... Puis, M. le maire, rien que pour ajouter au commentaire à M. Manta, c'est que la solution est venue de nous autres. Fait que c'est assez spécial comme situation. Alors, chapeau pour votre travail. Donc, on poursuit. Mot du maire, je l'ai fait tout au long de l'Assemblée. Alors, on va y aller avec les activités à venir. Bien, vous pouvez vérifier sur le site web de Ville de Latuc. Je vous garantis que c'est tranquille en fait d'activité avec la COVID. On n'a pas toutes repris nos activités habituelles. Alors, on va y aller avec une tournée des conseillers et conseillères. Alors, je vais débuter par parent. Monsieur Éric Chagnon. Non, j'ai plus de commentaires, M. le maire. Merci, M. Chagnon. M. Mercure. Oui, M. le maire, je voudrais souligner que cette année, les inondations à la croche, à Néradat, c'était pas si pire. L'eau a monté, mais elle est redescendue assez rapidement, étant donné la température qu'on a eue, puis les lacs n'étaient pas calés, puis la fonte des neiges s'est faite lentement. Là, la rivière est repartie à monter un petit peu, étant donné que les lacs ont commencé à caler, mais on devrait s'en sortir sans trop de dommages. Merci. Donc, c'est vrai que cette année, c'est tranquille du côté des inondations. Par contre, il va falloir être prudent pour le feu en forêt parce que ça commence à être sec. Merci pour votre commentaire, M. Mercure. M. Luc Martel. Bon, les seuls commentaires à dire, c'est que à partir de demain, le golf et les terrains de tennis vont être ouverts à la population. Merci. Oui, il y a des golfeurs qui vont être heureux. À partir de demain, là, ça va pouvoir jouer, mais le terrain est beau. On invite les gens également. C'est deux activités qu'on va pouvoir faire cet été, le golf et le tennis. Puis on est drôlement bien équipés en passant. Alors, M. Roger Manta. Pas de commentaire. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, M. Jean Duchesneau. Pas réellement de commentaires. On continue notre travail sur les différents comités. Alors, on souhaite que la population collabore tout le temps. Merci. Merci. Madame Bérubé. Merci. Pas de commentaires pour ce soir. Alors, merci. Est-ce que le directeur général a des commentaires? Oui, M. le maire. Deux petits commentaires. Un, vous l'avez mentionné au niveau des feux à ciel ouvert, donc je réitère. Depuis aujourd'hui, l'ATSUC est intégré là, dans la zone d'interdiction des feux à ciel ouvert. Curieusement, il y a quelques instants, dans l'Assemblée d'agglomération, je vous parlais qu'il restait encore de la neige sur le territoire, mais ça va extrêmement vite. C'est très sec, donc on demande aux gens là, qui vont aller à la pêche ou à leur chalet d'être extrêmement prudents. Là, on ne veut pas une année de feu de forêt. Donc, comme M. le
Mercure le mentionnait tantôt, au niveau des inondations, ça va très bien, mais on aimerait ça qu'il n'y ait pas de feu de forêt. Et l'autre chose aussi, je demande aux gens d'être très disciplinés au niveau de la COVID-19. Le comité de mesures d'urgence, comme je dressais tout à l'heure à l'agglomération, travaille très fort. Le conseil municipal, l'ensemble de l'équipe travaille là, pour protéger au maximum la population. Et ça serait dommage que ce soit des gens qui magasinent à l'extérieur qui nous ramènent ça. Donc, on veut réellement que les gens soient extrêmement prudents, appliquent les mesures préconisées par la santé publique pour continuer à avoir un beau bilan comme on l'est actuellement. Donc, c'est très important. On tient à faire ça pour l'ensemble de la population. Merci. Je bombe dans le même sens que vous, M. Letic. Monsieur le greffier. Non, merci, M. le maire. Pas de commentaire. Merci beaucoup. Est-ce que nos journalistes ont des questions? Mme Tremblay, M. Scarpino? Monsieur, merci. Ça va? Alors, on va y aller avec les questions du public. Hélène, est-ce qu'on a des questions? Aucune question, Monsieur le maire. Ah, ben ouais, tout le monde est sage. Ce soir, j'ai hâte que les assemblées reprennent de plus belle. Alors, record ce soir, je pense. Je pense que c'est mon premier record. Ça va avoir pris 31 assemblées pour terminer, levée de l'Assemblée à 20h12 exactement. Alors, merci à tous et au plaisir à la prochaine Assemblée au mois de juin. Merci.